Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Monsieur Abdeljalil Larjami, Monsieur le conseiller de Sa Majesté, Madame directrice de séance de l'Académie, Monsieur le chancelier de l'Académie, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants des universités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier à l'Académie du Royaume, en la personne de son secrétaire perpétuel, M. Larjami, pour l'invitation qui m'a été faite pour cette conférence. Je me sens honoré de participer aux activités de cette prestigieuse institution dont le travail s'est fait sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi Mohammed VI. Ma participation se fait avec d'autant plus d'enthousiasme que l'Académie a choisi de se pencher, lors de sa session de 2018, sur une thématique latino-américaine, ce qui montre l'intérêt qu'il y a au Maroc pour un renforcement des liens entre nos pays et nos peuples. Soyez sûrs que cet intérêt est réciproque et que les Brésiliens et les Latino-Américains sont pleinement conscients de l'importance d'avoir le Maroc, avec sa richesse de culture, d'histoire, son entrecroisement d'une pluralité d'influences et d'inspiration dans notre horizon de pensée, comme vous le dites dans l'énoncé du thème que vous avez fixé pour 2018. Des initiatives comme celle-ci contribuent de façon significative à une meilleure connaissance mutuelle entre nos pays. J'y participe donc avec plaisir et je vous en suis très reconnaissant. Je dois préciser que le texte que je vais vous lire est un résumé présentant les grandes lignes de cette conférence. Le texte intégral, celle-ci figure dans la publication qui vous sera distribuée. Permettez-moi aussi de féliciter le peuple marocain pour la récente classification de l'équipe nationale pour la Coupe du monde du football. Mesdames et Messieurs, l'expression Amérique latine fut utilisée pour la première fois en 1856 par le philosophe chilien Francisco Bilbao et la même année par l'écrivain colombien José María Caicedo pour désigner la région du continent américain englobant les pays où sont essentiellement parlées des langues latines, en l'occurrence l'espagnol, le portugais et le français. Aux États-Unis, le terme Amérique latine n'a commencé à être utilisé qu'au début du XXe siècle. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la création de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, CEPAL, a consolidé l'usage de l'expression. Actuellement, l'Amérique latine abrite 21 pays pour une population totale d'environ 600 millions d'habitants, ce qui correspond aux 7 pays les plus peuplés d'Afrique, qui est à l'origine de près de 8% du PIB mondial et occupe une surface continentale de 19,2 millions de kilomètres carrés, ce qui correspond à la superficie de 14 plus grands pays de l'Afrique. Colonisé principalement par les Espagnols et les Portugais, à partir de leur percée mercantiliste des XVe et XVIe siècles, l'Amérique latine était exclusivement vue comme une terre pourvoyeuse d'or, argent et de produits agricoles valorisés sur le marché européen, comme le sucre, par exemple. Ces relations commerciales avec la métropole étaient régies par ce que l'on appelait le pacte colonial, qui imposait l'exclusivité du commerce de la colonie avec la métropole.
Ces processus de colonisation a légué à l'Amérique latine une série de handicaps pesant encore aujourd'hui et contribuant au retard relatif de la région. Excès de bureaucratie et corruption, exploitation prédatrice, gouffre social entre une minorité privilégiée et la grande masse de la population, et 4. Investissement tardif en éducation et en technologie, sachant que tout était centré sur la métropole. Le processus colonial s'est poursuivi jusqu'au début du XIXe siècle, moment à partir duquel il a commencé à montrer des signes d'épuisement face à la progression du capitalisme industriel anglais qui aspirait à de nouveaux marchés. Lors de la période de 1810 à 1824, inspiré par les idéaux libertaires de la Révolution française et par l'indépendance récente des États-Unis d'Amérique, les pays de la région se lancent aussi dans la quête de leur indépendance. Ainsi, le Mexique et l'Argentine prennent son indépendance d'Espagne et le Brésil, en 1822, devient à son tour indépendant de Portugal. Toutefois, ces mouvements, conduits par des élites créoles, descendants d'Espagnols nés en Amérique, visaient simplement à une réarticulation avec le marché européen sur de nouvelles bases. Pour cette raison, il n'a pas entraîné de changements substantiels d'un point de vue économique et social, puisque l'Amérique latine restait dépendante de l'Europe et gouvernée par les mêmes élites qu'autrefois. Je souhaiterais souligner ici le rôle significatif de 3 figures emblématiques de cette période de l'indépendance, connues comme les libertadores, libérateurs, des bourgeois descendants d'Européens, influencés par le libéralisme et dans la plupart des cas dotés d'une formation militaire en métropole. Je commence par Simón Bolívar, idéaliste libertaire dont le rêve était de réunir toute l'Amérique latine au sein d'un pays unique. Bolívar était obsédé par liberté, par l'idée de liberté. Sa première participation au mouvement d'indépendance a lieu en 1812, quand il cherche à promouvoir l'indépendance du Venezuela, ce qui se solde néanmoins par un échec qui obligera à s'exiler en Jamaïque. Plus tard, avec l'aide de l'Angleterre, il traverse les Andes et libère tout d'abord la Nouvelle-Grenade, qui deviendra la Colombie. Tout de suite après, en 1821, Bolívar prend Caracas et libère définitivement le Venezuela. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de l'Amérique du Sud, José de San Martín parvient à unir les Argentins jusqu'alors divisés et prend la suite de Belgrano. Buenos Aires et les villes de l'intérieur surmontent momentanément leur méfiance mutuelle et l'indépendance nationale peut finalement être officialisée lors du congrès de Tucumán. Par la suite, traversant les Andes, San Martín entre au Chili et, s'unissant à la lutte de Bernardo O'Higgins, bat les Espagnols à Maipú, achevant la libération définitive du pays en 1818. Grâce à la flotte anglaise de Lord Cochrane, San Martín évite le désert de l'Atacama et rentre au Pérou. Le vice-roi s'enfuit de Lima et un pays de plus prend son indépendance en 1821. Dans le même temps, Simón Bolívar marche vers le sud et la même année intègre l'Équateur à la Colombie. Je mettrai également en lumière l'œuvre d'Antonio José Sucre, rédacteur de l'armistice de Trujillo, conclu entre la Colombie et l'Espagne, qui constitue un jalon du droit international en tant que premier document à établir le traitement humanitaire que le vainqueur d'une guerre devrait réserver aux vaincus. L'importance de Sucre
va toutefois bien au-delà de ce texte, car il est le grand chef militaire qui a mené le processus d'indépendance de l'Équateur, du Pérou et de la Bolivie, pays qu'il a présidé pendant 3 ans. Au Brésil, l'indépendance vis-à-vis du Portugal est proclamée par Dom Pedro Ier en 1822. À la différence de ce qui s'est passé dans les colonies espagnoles, nous avons hérité de ce fait du seul cas d'implantation sur le continent latino-américain d'une monarchie parlementaire. La République du Brésil, avec son système présidentiel en vigueur jusqu'ici, n'a été proclamée par le maréchal Deodoro da Fonseca que 67 ans après l'indépendance. Un épisode important à signaler à cette époque est la guerre du Paraguay, qui a duré 6 ans dans la seconde moitié du XIXe siècle. Considérée jusqu'ici comme le plus grand conflit armé du continent, cette guerre a vu s'opposer la Triple Alliance, composée du Brésil, de l'Argentine et de l'Uruguay, aux prétentions expansionnistes de Solano López, à l'époque président du Paraguay. Depuis lors, la région n'a plus connu un seul conflit et bénéficie d'une situation de paix depuis presque 150 ans. Toujours au XIXe siècle, on assiste ainsi à une militarisation progressive des institutions, comme résultat direct de l'importance de la lutte armée contre le processus d'indépendance, ce qui s'est traduit par une tendance au règlement violent des impasses politiques que plus tard sera à l'origine de nombreux coups d'État qui frapperont la région. Les caudillos, leaders populistes, charismatiques et autoritaires, font leur apparition, expression du vide institutionnel exprimé par différents secteurs de l'élite à différentes époques. Les États-nations récemment formés cherchent désormais à s'insérer dans le capitalisme international, ce qui engendre des initiatives modernisatrices et la construction d'un appareil politique de nature libérale. Les gouvernements oligarchiques, dont la base du pouvoir était l'agro-export, voient leur existence contestée à partir de la grande crise de 1929, qui marque profondément le pays latino-américain. En raison de la crise, ceux-ci ne parviennent plus à exporter les produits à volume constant vers les pays centraux, ce qui les oblige à revoir leur modèle économique en se tournant vers l'industrialisation. Ce processus accélère la crise de l'État oligarchique, déjà en cours depuis un certain temps. Au Mexique, Porfirio Díaz gouverne 34 ans au tournant du XXe siècle, représentant l'apogée de la phase oligarchique et l'insertion définitive du pays dans le contexte capitaliste occidental. En Argentine, en 1930, le coup d'État qui destitue le président Irigoyen, remplacé par José Félix Uriburu, marque le début d'une série de régressions sociales, comme l'abolition du salaire minimum et la fermeture des syndicats. Avec la succession au pouvoir du groupe des officiels unis, dont faisait partie Juan Domingo Perón, les droits des travailleurs sont réintroduits, ce qui conduit en 1946 à l'élection de Perón, qui reste 9 ans au pouvoir avant d'être à son tour renversé par un coup d'État. Au Brésil, 1930 marque le début de l'ère Vargas, qui va durer 15 ans. Lors de cette période, les industries de base profitent d'un essor important sous l'impulsion du président Getúlio Vargas, qui promulgue également de très nombreux droits sociaux pour les travailleurs, mais mène le pays d'une main de fer au sein d'un gouvernement autoritaire connu comme l'Estado Novo, État nouveau. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, Vargas se retire du pouvoir et le processus de redémocratisation du Brésil est amorcé. Il importe toutefois de signaler qu'en 1950, Getúlio Vargas revient à la présidence,
élu cette fois par le vote du peuple. À Cuba, on a affaire à un processus sui generis. L'indépendance tardive du pays a bouleversé son évolution historique en ne lui permettant pas de passer par cette étape intermédiaire de domination d'une oligarchie créole entre l'émancipation et l'incursion du capital monopolistique. Au contraire, c'est justement le capital monopolistique qui va parrainer l'émancipation. Toutefois, à partir des années 20, avec la chute des prix de sucre sur le marché extérieur, conséquence directe de la reprise de la production européenne de betteraves, Cuba connaît une crise profonde, aggravée par la Grande Dépression. Ceci augmente l'agitation populaire et conduit à une succession de coups militaires jusqu'à ce qui, en 1952, Fulgencio Batista renverse Pío Socarrás et installe un gouvernement dictatorial qui aggrave la misère et la domination étrangère, offrant un terreau fertile à la révolution qui sera menée par Fidel Castro 7 ans après. Le processus révolutionnaire cubain débute en 1955, lorsque Fidel Castro et son frère Raúl, exilés au Mexique, organisent un an après un groupe de 82 hommes qui embarquent à bord du yacht Gramma à destination de Cuba. À l'arrivée, une grande partie des rebelles meurt lors du combat contre les troupes de Batista et les rescapés fuient vers la Sierra Maestra, où ils commencent une campagne de guérille qui finit par l'emporter en 1959 l'entrée des révolutionnaires à La Havane. Le Venezuela voit quant à lui l'apogée de sa phase oligarchique lors du gouvernement dictatorial de Juan Vicente Gómez, qui a duré presque 30 ans au début du XXe siècle. Après sa mort, le pays vit une sorte de despotisme éclairé, marqué par des gouvernements successifs cherchant à les moderniser grâce aux bénéfices du pétrole. Ce processus est interrompu par l'implantation de la dictature de Pérez Jiménez en 1952, avec sa déposition 6 ans après, suivie de l'élection de Rómulo Betancourt. Le pays entre alors dans une longue phase de démocratie constitutionnelle. Nous arrivons donc alors, mesdames et messieurs, à l'époque de la guerre froide, qui transforme le caractère de la politique interventionniste des États-Unis en Amérique latine. Ne relevant plus seulement des affaires domestiques, elle est considérée à partir de là comme une stratégie de défense du monde libre contre le communisme. La chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique inaugurent une nouvelle époque pour les relations internationales, avec la fin de la guerre froide et l'hégémonie politico-militaire des États-Unis. L'Amérique latine, de toute évidence, n'allait pas pouvoir rester à l'abri des effets de ces changements significatifs. Le premier d'entre eux est la fin des régimes dictatoriaux, qui se profilaient déjà depuis le milieu des années 80, marqués par la crise économique et l'hyperinflation. C'est à cette époque qu'émerge ce qu'on appelle le consensus de Washington, ensemble de recommandations économiques élaborées en 1989 par des économistes issus des institutions financières situées à Washington, D.C., comme le Fonds monétaire international, la Banque nationale et le département du Trésor des États-Unis, et que vise à promouvoir la politique économique néolibérale comme moyen de combattre les crises et la misère des pays sous-développés, surtout ceux d'Amérique latine. En pratique, ces théories néolibérales ont eu des résultats divers sur le continent. Elles aboutissent à l'approfondissement des expériences de privatisation des entreprises d'État, à l'ouverture commerciale rapide et à la dérégulation de l'économie en vue de créer des climats d'affaires favorables aux investisseurs internationaux. Au-delà de ces développements économiques en termes politiques, l'Amérique latine entre dans une nouvelle période démocratique,
marquée par des élections libres et directes à tous les niveaux. Au Brésil, Fernando Henrique Cardoso est élu président, s'inscrivant dans la continuité du processus de modernisation et d'ouverture des marchés que j'avais moi-même amorcé lorsque j'occupais la présidence de la République du Brésil entre 1990 et 1992, sachant que j'ai donc été le premier président élu par le peuple après 21 ans de gouvernement militaire. Il importe de signaler qu'avec la fin de l'Union soviétique, les mouvements de gauche ont traversé une période de désarticulation temporaire. C'est à ce moment-là que surgit l'initiative du Forum de São Paulo, conférence de partis politiques et d'organisations de gauche créée à partir d'un séminaire lancé au Brésil en 1990 par le Parti des travailleurs, PT, la principale formation de gauche du pays, pour discuter des alternatives aux politiques néolibérales dans la région et pour promouvoir l'intégration latino-américaine dans les domaines économiques, politiques et culturels. D'un autre côté, un mouvement s'est dessiné vers l'intégration des marchés, avec la création du marché commun du Sud, Mercosur, traité d'Asunción 1991, entre le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, et aussi l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Cette vague intégrationniste a émergé comme une alternative en faveur de l'insertion de la région au capitalisme international et comme un outil de plus pour que le Brésil exerce son soft power, la diplomatie d'influence. Cette union était alors perçue comme fondamentale pour le repositionnement des pays de la région sur la scène internationale, à l'exemple de ce qui faisait déjà l'Union européenne dès la signature du traité de Rome. De manière générale, les années 90 en Amérique latine sont par ailleurs marquées par l'instabilité financière globale, avec la chute des indicateurs sociaux, l'augmentation du chômage et une croissance économique lente. Les économies de la région croissent à un rythme inférieur à celui des pays développés et bien en dessous de celui des tigres asiatiques, entraînant une augmentation des disparités entre l'Amérique latine et les pays développés, ce qui engendre de fortes pressions populaires et ouvre la voie de l'ascension à l'ascension des gouvernements de gauche au début des années 2000. C'est ainsi qu'avec des mouvements sociaux de plus en plus forts et des inégalités sociales de plus en plus flagrantes, des présidents au discours de gauche ont accédé au pouvoir dans pas moins de 11 pays de la région, à savoir Venezuela, Brésil, Bolivie, Argentine, Chili, Paraguay, Pérou, Uruguay, Équateur, Nicaragua et Honduras. Ces gouvernements représentaient un contrepoint au néolibéralisme et comptaient répondre aux importantes revendications sociales qui se présentaient à eux. Malgré les nombreuses avancées sociales et les changements d'axe de l'agenda économique, les gouvernements de gauche, de manière générale, n'ont pas été capables de mener des réformes plus profondes dans les structures sociales. Cependant, il est encore tôt pour affirmer que nous sommes en train de vivre un nouveau virage à droite. Toutefois, les faits indiquent que les citoyens latino-américains, surtout les nouvelles générations, après avoir obtenu une plus grande intégration sociale et l'essor de la classe moyenne, attendent désormais davantage et sont devenus très critiques du pouvoir, notamment en ce qui concerne la corruption et l'absence de perspectives d'avenir les concernant. On voit ainsi s'installer un contexte créant chez eux de profondes frustrations et débouchant sur des manifestations hostiles au pouvoir constitué.
La fin de la décennie dorée des matières premières était également à la base de ces changements de cycle. Les économies latino-américaines ont connu entre 2003 et 2012 des taux de croissance dépassant les 4%. Depuis les années 60, la région n'avait pas connu de période de croissance économique aussi intense. Une bonne partie de la popularité de ce gouvernement s'appuyait sur des subventions et des programmes sociaux qui dépendaient des ressources fiscales perçues grâce aux prix élevés des matières premières. Ces années prospères ainsi que les gouvernements de gauche ont changé beaucoup de choses pour le continent. Entre 2002 et 2012, le niveau de la pauvreté est passé de 44% à 29%, alors que celui de la pauvreté extrême a diminué de 19,5% à 11,5%, avec un essor considérable des classes moyennes. La dépense publique a aussi beaucoup augmenté, et ceci a induit davantage d'intégration sociale. En exemple, pendant les 12 premières années de ce siècle, d'après l'UNESCO, le taux de scolarisation de base est passé de 55% à 75%. Mais cette période semble s'être achevée. L'an dernier, l'Amérique latine a enregistré une croissance négative du PIB pour la deuxième année consécutive. La réduction de la demande de matières premières est la première cause de ce recul. Entre 2011 et 2015, les prix des métaux et de l'énergie, pétrole, gaz, charbon, ont chuté de presque 50%. Sur la seule année de 2015, ces mêmes produits ont perdu 24% de leur valeur. Mesdames et Messieurs, le XXIe siècle est une période de véritable transformation intense et rapide. En parallèle au mouvement d'indépendance, il connaît également une croissance accélérée des processus de modernisation. L'industrie commence à transformer le monde et les relations économiques internationales, consolidant la dite première révolution industrielle, en activant la mécanisation de la production grâce à l'eau et à l'énergie à vapeur. Ainsi s'ouvre l'ère de la production en masse à l'aide de l'énergie électrique, deuxième révolution industrielle, suivie peu après par la révolution numérique, l'utilisation d'électronique et des technologies de l'information qui permettront d'automatiser encore plus cette production, la troisième révolution industrielle, et de diffuser en conséquence le processus de globalisation jusqu'à l'heure actuelle. Aujourd'hui, nous vivons la quatrième révolution industrielle, ou Industrie 4.0, qui inclut le maximum de technologies d'automatisation et d'échange des données associées à l'usage des concepts de systèmes cyberphysiques, l'Internet des objets et l'informatique en nuage. Donc, nous ne pouvons envisager les perspectives futures pour l'Amérique latine dans les années à venir sans nous arrêter sur les effets du processus de mondialisation en cours. Dans ce contexte, la question que je pose à présent est la suivante. L'Amérique latine peut-elle assumer son rôle visible et indépendant sur la scène internationale? Il me semble qu'elle peut le faire. Pour cela, premièrement, il importe que les élites dirigeantes latino-américaines reconnaissent une bonne fois pour toutes l'inexorabilité de la mondialisation, phénomène irréversible qu'il soit ou non de notre goût. À ceci s'ajoute la nécessité de concevoir la conjoncture internationale comme marquée par le protectionnisme, la rupture technologique et le combat contre la corruption. Il existe en outre une série d'éléments communs à toutes les régions du monde, comme l'inégalité croissante,
la vulnérabilité de la classe moyenne et la méfiance vis-à-vis des élites politiques qui configurent actuellement un nouveau processus historique au-delà du drame des réfugiés, du phénomène migratoire, du chômage et de la menace terroriste, du fait du manque d'horizon pour les jeunes et de la diffusion précaire de la connaissance. J'ouvre ici une parenthèse pour souligner l'importance de reconnaître le rôle de la mondialisation dans ce contexte précis. En 2000, le FMI a identifié 4 aspects basiques pour cette mondialisation. La première, commerce et transactions financières. Deuxième, mouvement des capitaux et d'investissement. Troisième, migration et mouvement des personnes. Et 4, diffusion de la connaissance. Les 2 premiers aspects davantage liés à la réalité des flux commerciaux et financiers imposés par la mondialisation sont depuis longtemps déjà reconnus et assimilés par pratiquement toutes les nations de la planète. Aujourd'hui, il est impossible d'imaginer un monde totalement ou partiellement intégré sans les mouvements de capitaux et d'investissements générés par les transactions commerciales et financières. Pour cette raison, je souhaiterais m'arrêter davantage sur les aspects et les conséquences les plus récents et en même temps les plus sensibles de la mondialisation, les mouvements de personnes et la diffusion de la connaissance. Francis Bacon a affirmé catégoriquement que le vrai pouvoir est la connaissance. La mondialisation est la plus grande conséquence du rétrécissement de l'espace et du temps. Fruit tout ça du progrès technologique et de l'innovation. C'est donc la conséquence de la conquête du pouvoir par la connaissance. Ainsi, ni la rhétorique simpliste consistant à la nier, ni l'obstination à vouloir la combattre ne mèneront quelque part. En fin de compte, le monde est constitué de tout ce qui se passe. Il englobe l'ensemble des faits, non des choses. Pour cela, il est bien indispensable de comprendre la mondialisation dans son ensemble, afin de s'adapter à une réalité qui ne reculera plus. La vérité, mesdames et messieurs, c'est que, comme l'a dit Daniel Bell, les États-nations sont devenus trop petits pour les grands problèmes et trop grands pour les petits problèmes. Et la preuve magistrale de cette réalité dans la majorité des pays se trouve dans les difficultés que connaissent ceux qui sont désignés comme les déshérités de la mondialisation. Si sur le plan global, cela correspond au phénomène de migration et des réfugiés, sur le plan local, à l'échelle des nations, on les retrouve sous la forme de chômage et de guerres civiles. Ces phénomènes d'instabilité de plus en plus grands sont corrélés, l'un étant en bonne partie la conséquence de l'autre. Si d'un côté, les conflits internes provoquent des flux de réfugiés, de l'autre, le chômage engendre les migrations. Et dans les 2 cas, la toile de fond est la mondialisation et la non-satisfaction des attentes qu'elle a elle-même engendrées. La conséquence extrême de cette situation dans certains pays est le terrorisme, qui ne doit pas forcément être confondu avec une question religieuse. Les extrémismes s'imposent comme justification de leur propre existence, comme moyen d'attirer l'attention. Peut-être qu'ici, au-delà des intérêts géopolitiques financiers en jeu, réside également l'une des causes de la guerre cybernétique, une des principales menaces à la stabilité mondiale. De la même manière, le chômage apparaît comme la marque de l'exclusion sociale et sur le marché du travail, en général du fait d'un manque de formation éducative. Tout ceci engendre un déficit d'éducation qui va se refléter négativement dans tous les secteurs socio-économiques des pays en général et de l'Amérique latine en particulier. À travers un autre volet, on peut se rendre compte que la mondialisation engendre de plus en plus d'exigences différenciées en termes de formation technique professionnelle,
afin de répondre aux demandes de nouveaux services et aux offres de nouveaux métiers qui, progressant de façon géométrique, surgissent ou se renouvellent dans tous les domaines. Nous savons qu'aujourd'hui, près de 70% des élèves de l'enseignement primaire dans le monde entier seront amenés à exercer des activités et des professions qui n'existent pas encore. La prévision est que d'ici 20 ans, 70% aussi des emplois actuels disparaîtront. Au cours des prochaines années et à un rythme de plus en plus rapide, de nouveaux logiciels vont avoir un impact sur la majorité des affaires et aucun domaine d'activité ne sera à l'abri de changements à venir. C'est ce qui produit déjà aujourd'hui, du fait de sites d'Internet, des réseaux sociaux et des applications telles que Google, Facebook, Uber et tant d'autres. Selon une étude récente de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, 80% des emplois perdus dans les économies avancées le sont en raison des innovations technologiques et 20% seulement en raison de la concurrence des produits importés. Dans les pays en développement comme ceux d'Amérique latine, ces ratios 80%, 20% tendent à être encore pires du fait du bas niveau de scolarité. Ainsi, une bonne part des questions relatives au flux migratoire et à la mondialisation constatée aujourd'hui dans le monde s'avèrent être le résultat du chômage et des tensions sur le marché du travail. Dans le monde globalisé, où le commerce électronique génère à lui seul les flux s'élevant à 25 billions de dollars par an, seulement le commerce électronique génère à lui seul des flux s'élevant à 25 billions de dollars par an. L'inclusion numérique devient une composante décisive pour la production et le commerce de n'importe quel pays. En ce sens, il suffit de citer cette étude de la Banque mondiale selon laquelle une augmentation de 10% de l'accès d'une partie de la population à l'Internet entraînera une augmentation du PIB de 1 à 2%. Ceci sans parler de l'importance du rôle qu'exercent aujourd'hui les réseaux sociaux, pas seulement en tant qu'instrument d'intégration et de mobilisation, mais aussi à travers leur utilisation à des fins commerciales, sociales et politiques. Mesdames et messieurs, comme on le voit, l'exclusion provoquée par la mondialisation rend la scène internationale bien sombre, et en particulier en Amérique latine, imprévisible. Mais il nous indique également le Nord et nous révèle une certitude. Il n'est plus possible de négliger l'impérieuse nécessité d'intégrer socialement les déshérités de la mondialisation. Pour cela, il nous faut lutter pour moins de nationalisme et plus de multilatéralisme, pour moins de protectionnisme et plus d'ouverture, pour moins d'isolationnisme et plus d'intégration, pour moins d'idéologie et plus de pragmatisme, pour moins de rhétorique immature et plus de dialogue responsable. Pour ce faire, les nations doivent larguer les amarres du passé, du retard et des préjugés, notamment dans ces régions qui doivent encore se construire un avenir plus développé et plus égalitaire, comme dans le cas des continents latino-américains et africains. En conséquence, mesdames et messieurs, il sera naïf de supposer qu'une politique de bloc puisse se faire directement face aux puissances hégémoniques. En revanche, nous pouvons bien utiliser le soft power, comme dirait Joseph Nye, pour influencer ponctuellement la donne internationale, en négociant en notre faveur sur des points qui nous soient essentiels,
en cédant sur certains sujets et en avançant sur d'autres, comme j'ai cherché à le faire lorsque j'ai exercé la présidence de la République du Brésil, en priorisant certains thèmes comme le désarmement, les droits de l'homme et l'environnement. Grâce à cela, nous avons gagné du terrain parmi les principaux acteurs du monde globalisé. Donc, permettez-moi de mentionner les lignes directrices de la politique extérieure sur mon gouvernement. À ce moment-là, j'ai eu l'occasion d'affirmer que le Brésil moderne doit mettre l'accent sur la participation active aux décisions internationales, pas par prétention hégémonique, mais parce qu'aujourd'hui, l'interdépendance exige que tout acte de gouvernement soit une combinaison permanente de variables internes et externes. Aujourd'hui, 25 ans après la fin de mon gouvernement, cette vision conserve sa valeur, sachant que la mondialisation progresse à grands pas et que l'intégration économique se configure comme une voie importante pour que nos pays assument une action coordonnée sur la scène internationale. Qui plus est, la recherche d'un rôle plus actif sur des thèmes comme les droits de l'homme et l'environnement peut être un différentiel que le continent latino-américain chercherait à proposer au monde. Plus spécifiquement, quant au Mercosur, il est important de souligner que nous parlons d'une population de 305 millions d'habitants, c'est-à-dire de 70% de la population de l'Amérique du Sud, générant un PIB de 3 billions de dollars américains, ce qui équivaut à la 5e économie mondiale. Par contraste, le deuxième bloc d'Amérique latine, l'Alliance du Pacifique, composée par Chili, Colombie, Mexique et Pérou, présente un PIB global de 1,9 billion de dollars. Je souligne aussi que le commerce interne au Mercosur est passé de 4 milliards de dollars en 1990 à 108 milliards en 2015, ce qui suffit à démontrer en seule la force de l'intégration et de la coopération économique. En dehors du Mercosur, je souhaiterais citer certaines initiatives importantes du point de vue régional contemporain. Je commence par l'Union des Nations sud-américaines, bloc réunissant 12 pays fondé en 2008 pour construire un espace d'intégration des peuples sud-américains, sur la base d'une articulation autour des domaines structurants comme l'énergie et l'infrastructure. La création de l'UNASUR participe au processus récent de dépassement de la méfiance régnant entre les pays sud-américains depuis les mouvements d'indépendance au XIXe siècle. Comme la politique interne ne peut être découplée de la politique internationale, le Brésil a cherché à s'étendre en géopolitique. Un exemple est la création de ce que l'on a appelé le BRICS, une association politique de pays émergents composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine et de l'Afrique du Sud, lancée dans les faits en 2009. En plus de chercher à nouer de nouveaux accords commerciaux et à avancer de différentes manières vers une coopération intergouvernementale, ces nations agissent ensemble au moyen de réunions annuelles comme contrepoids géopolitique au rôle central des États-Unis et de l'Union européenne. En dépit du constat de nombreuses asymétries entre les membres du BRICS, principalement dans le domaine économique et politique, ces pays parviennent à travailler contre toutes les prévisions de la communauté internationale, à renforcer leur coopération, unir leurs positions dans les forums mondiaux et consolider leur institutionnalisation. Parmi ces membres, le bloc possède 3 puissances nucléaires, la Russie, l'Inde et la Chine. Ainsi, le poids du Brésil réside-t-il précisément dans l'exercice de son soft power. Ceci constitue sans doute la plus grande contribution brésilienne, entre autres permettant de consolider les BRICS et au-delà, de représenter l'Amérique latine dans le jeu du pouvoir entre les puissances de la planète.
Mesdames et Messieurs, que ce soit dans le Mercosur, au sein de BRICS ou de l'UNASUR, l'Amérique latine ne peut perdre de vue les voies qu'empruntent le progrès et le développement. Dans le passé, ce sont les puissances mercantilistes et industrielles qui dominaient. Aujourd'hui, époque de la dite Industrie 4.0, ce qui va déterminer quels seront les futurs leaders du XXIe siècle, ce sera l'attention plus ou moins grande accordée aux tendances qui se dessinent devant nous. Nanotechnologie, Internet des objets, algorithmes, ordinateurs quantiques, intelligence artificielle, robotique, parmi d'autres, tout ceci évidemment dans une perspective soutenable et globale. Mesdames et Messieurs, j'ai gardé pour maintenant la réponse à la question que j'ai formulée au début de cet exposé et qui est plus précisément le thème de cette conférence. L'Amérique latine est l'horizon de la mondialisation, parcours de marins ou de naufragés. Comme je l'ai déjà mentionné, la situation en Amérique latine a toujours subi les effets des intérêts des grandes puissances, depuis sa découverte par les Espagnols au XVe siècle. Elle n'a jamais eu de force politique pour imposer sa volonté sur la scène internationale, à part sur certaines questions ponctuelles. Si autrefois le rapport de force était avant tout déterminé par la puissance militaire, actuellement l'économie, la connaissance et l'innovation jouent un rôle plus important. La mondialisation pourrait être un chemin vers la paix et finir par représenter, ou encore plus que cela, signifier un véritable vivre ensemble international. La mondialisation offre une opportunité pour transformer la région en l'un des principaux acteurs du XXIe siècle, en renforçant son potentiel de soft power. Nous ne saurions nous montrer ingénus et croire que les grandes puissances sont disposées à céder de leur espace. L'Amérique latine doit envisager les opportunités qui sont devant nous et nous devons nous préparer pour celles-ci. Et la mondialisation est une grande vague d'opportunités, mais si l'on n'y est pas préparé, elle peut se transformer en tsunami dévastateur. Et alors, nous courons effectivement le risque de finir naufragés. En ce sens, je rappelle ici les mots de Alvin Toffler, pour qui, je le cite, « L'unique espoir de fuir la misère et réduire les inégalités est d'habiliter les personnes à produire plus, et ceci n'arrivera qu'avec la diffusion de la connaissance. » Fin de la citation. Tous les aspects de base de la mondialisation sont posés sur la table. Flux commerciaux et transactions financières, mouvements de capitaux, d'investissements et de personnes, et plus encore, dissémination de la connaissance. En dehors de cela, les défis environnementaux, comme les changements climatiques, la pollution de l'air et la surpêche océanique sont eux aussi liés à la mondialisation. De leur côté, l'importance croissante des nouvelles technologies en tant que phénomène mondial menace d'aggraver encore les fosses gigantesques que nous séparent des pays développés. Voici les facteurs auxquels nous devons être préparés. Comme je l'ai montré au long de mon exposé, l'Amérique latine passe actuellement par un processus d'ouverture économique et d'intégration depuis le début des années 90, en parallèle à de la démocratisation de ces institutions politiques d'aujourd'hui, en proie à des crises et à des turbulences. Heureusement, le terrorisme qui frappe pourtant d'autres régions du monde n'est pas une menace constante à la paix et à la stabilité de la région, même s'il est source de préoccupation. Mesdames et Messieurs, la première étape a déjà été franchie. À l'heure actuelle, il nous reste à approfondir ces voies, c'est-à-dire à avancer vers l'intégration avec les pays de la région et aussi avec d'autres pays émergents, comme le Maroc, afin de profiter des avantages comparatifs dont nous disposons et additionner nos forces dans le jeu de pouvoir international.
En même temps, nous devons faire en sorte que nos pays soient de plus en plus attractifs pour les investissements à long terme, dans des secteurs qui soient prioritaires pour nous, à l'exemple de ce qu'ont fait les tigres asiatiques, et même la Chine, devenue la grande pourvoyeuse actuelle de produits industrialisés. Ceci requiert stabilité politique, et sécurité juridique, ce qui exige notre attention permanente. Ainsi, dans le cas de l'Amérique latine, le dépassement des entraves réside dans l'intégration entre le peuple, dans la réduction drastique des inégalités, dans l'effectivité de l'éducation universelle et dans l'efficacité du développement durable. En ces moments, ceci est le rôle à la fois fondamental et novateur du continent latino-américain. Pour terminer, mesdames et messieurs, je souhaiterais rappeler les mots de Montaigne qui affirmait « Le monde n'est qu'une branloire pérenne ». Ainsi, entre trajet par la gauche et raccourci par la droite, le défi est de trouver la voie de l'équilibre et de la centralité du balancier. L'Amérique latine paraît donc être dans la bonne direction. Si nous sommes marins ou naufragés, l'horizon nous le dira. Merci beaucoup à tous.